tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 31 janvier et voici les titres qui seront développés dans ce journal de fin de semaine. Une délégation de la Commission européenne était en gare de Monaco pour parler du système ferroviaire sur l'axe Nice-Monaco-Vintimille-Gênes. Présentation du prochain mardi du cinéma avec un chef-d'œuvre de l'histoire du 7e art, To Be or Not To Be, dont la projection se déroule au théâtre Princesse Grace. Ils reviennent cette année encore. Les meilleurs chevaliers du monde seront à Monaco le 15 février pour la seconde édition du Bourt Prime. La 22e journée de Ligue 1 ce week-end. Monaco se déplace sur la pelouse de Nîmes samedi soir à 20h. Et enfin, notre invité du week-end, l'écrivain Louis-Philippe d'Alembert, était l'invité de la médiathèque pour présenter son ouvrage Mur Méditerranée. Une délégation de la Commission européenne vient d'être accueillie ce jeudi matin en gare de Monaco par Marie-Pierre Gramaglia. Le thème des conversations, le corridor méditerranéen. Les explications dans ce reportage. Nous sommes jeudi, début de matinée en gare de Monaco, 2 minutes d'arrêt, le temps pour cette délégation de sortir du train. Une délégation de la Commission européenne est venue de Nice en principauté dans le cadre d'une mission de 2 jours dans la région sud portant sur le corridor méditerranéen, un projet d'infrastructure de transport articulé autour du système ferroviaire. Ils sont venus de Nice et ont été accueillis par Marie-Pierre Gramaglia. C'était important d'échanger un petit peu entre l'Italie, la France et Monaco sur des enjeux transfrontaliers sur un axe ferroviaire Nice, Monaco, Vintimille et Gênes. Nous, ce qu'on voudrait, c'est réduire un maximum le nombre de véhicules entrant et sortant de la principauté de Monaco. Donc c'est très important pour nous qu'il y ait ce report modal des utilisateurs des véhicules vers le TER et vers d'autres moyens de locomotion. Et le train est un moyen très important pour accéder en principauté de Monaco. L'objectif de cette rencontre était de présenter les enjeux transfrontaliers sur l'axe Nice-Monaco-Vintimille-Gênes autour du système ferroviaire auprès de la représentante de l'Union européenne. Ils nous ont dit, qu'ils s'intéressaient à nos sujets, qu'ils les connaissaient. Ils nous ont dit, que si c'était des bons dossiers, et ce sont de bons dossiers, ils seraient prêts à apporter un certain nombre de financements de l'Europe. Ça rentre dans le cadre des actions qu'ils mènent au niveau des transports, au niveau de la transition énergétique, au niveau d'une mobilité moderne. Et clairement, on n'a pas eu un chèque en blanc qui a été signé, que les choses soient très claires, mais il semble que nos dossiers intéressent, qu'ils rentrent dans le cadre de ce que les financements peuvent faire au niveau de ces corridors. Le train et plus spécifiquement le TER représente une alternative à l'automobile pour l'accessibilité à Monaco. Il faut savoir qu'en moyenne, plus de 6 millions de voyages sont effectués en TER depuis et vers Monaco chaque année. Un mardi du cinéma exceptionnel puisque la projection se déroulera au théâtre Princesse Grace mardi prochain avec un chef-d'œuvre de l'histoire du 7e art, To Be or Not To Be. On écoute à ce propos Vincent Vatrican. Heil myself. Mardi 4 février aura lieu un mardi du cinéma exceptionnel dans le cadre de leur nouveau partenariat. L'Institut audiovisuel de Monaco et le théâtre Princesse Grace présenteront à 20h un chef-d'œuvre d'Ernst Lubitsch, To Be or Not To Be. Pour inaugurer ce cycle, ce partenariat, on a choisi To Be or Not To Be de Lubitsch, qui est un film évidemment sublime, qui raconte l'histoire d'une troupe de théâtre au début de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, qui est en train de jouer à Varsovie une pièce de théâtre qui va être évidemment interdite par la Gestapo. C'est un film de guerre, c'est un film d'espionnage, c'est un film d'amour à la Lubitsch, c'est-à-dire un peu vaudeville, et c'est surtout une gigantesque farce et un film burlesque. Now, Wilhelm, I understand you want a little tank to play with, huh? Yes, my father promised me one if I got a good report card. But our Fuhrer heard about your report card and decided to give you just what you want. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! You are going to tell your father who gave it to you, aren't you, Wilhelm? Sure, our Fuhrer. And then maybe he will like the Fuhrer a little better, won't he? Sure. He doesn't like him now, does he, Wilhelm? No, he doesn't. And sometimes he even says funny things about him, doesn't he? Well, he said they named a brandy after Napoleon, and they made a herring out of Bismarck, and Hitler's going to end up as... A piece of cheese. Yes. Yeah. How did you know? Well, it's a natural thought. Oh.
a natural thought. Well, I hope you don't misunderstand. I always, well, that is, you see, Colonel, I hope you don't doubt my... Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Il faut savoir que le film à l'époque, sans doute parce que trop audacieux, parce que le dialogue sans doute trop satirique, a un peu dérangé le milieu hollywoodien. Les premières critiques ont été assez cinglantes. Et puis le film, petit à petit, le bouche à oreille aidant, le succès public aidant, est devenu un film incontournable dans l'œuvre de Lubitsch, film tourné en 1942. L'essentiel de son œuvre est déjà derrière lui. Et dans ce film, c'est sans doute la synthèse de ce qu'il aura fait de mieux. Yes, mein Führer! Jump! Heil Hitler! Heil Hitler! À ne pas manquer donc mardi 4 février à 20h au théâtre Princesse Grace sur grand écran, To Be or Not To Be d'Ernst Lubitsch. Le reste de l'actualité en principauté, c'est aussi en bref et en images. Plusieurs temps forts sont organisés dans le cadre de la 14e biennale monégasque de cancérologie à l'image jeudi 30 janvier de cette remise de prix. Prix Michel Herry, prix Alexandre Savchuk et le prix Albert Ier de Monaco de l'Académie nationale de médecine, vous le voyez, remis par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II à Éric Raymond. Des armures, des haches et des épées, entre autres. Les meilleurs chevaliers du monde seront de retour à Monaco en février pour la seconde édition du Bourt Prime, un événement exceptionnel en principauté, expliqué par Yannick de Bever. La première édition de la Champions League de Béour a connu un grand succès l'année dernière à Monaco. Il n'y avait donc aucune raison d'organiser la seconde ailleurs. Le chapiteau Fontvieille sera encore cette année le théâtre de combats médiévaux spectaculaires entre les meilleures équipes du monde. Pour nous, ce sera un plaisir d'avoir encore plus de spectateurs qui viennent au Bourt Prime, même si l'année dernière était déjà satisfaisante pour une première fois. J'espère qu'on aura réussi à fidéliser des spectateurs, mais aussi qu'on va en attirer des nouveaux qui peut-être viendront même d'encore plus loin. Le Béour se joue en 5 contre 5. L'objectif, faire tomber tous les membres de l'équipe adverse et pour cela, les combattants sont équipés de répliques d'armes et armures du XIIIe siècle. Évidemment, les armes sont polies et modifiées pour qu'elles ne soient pas mortelles. C'est un spectacle hors du commun qui attise souvent la curiosité des spectateurs. Les plus jeunes auront la chance de recevoir une initiation à ce nouveau vieux sport de combat. Quand on débute ou quand on souhaite s'entraîner de manière soft un petit peu, on met des protections qui sont faites de mousse sur la tête, sur le corps, sur les jambes et on utilise aussi des armes en mousse, donc on appelle des simulateurs. Donc c'est des simulateurs d'épées et de boucliers qui eux aussi sont faits d'une sorte de mousse gainée qui permettent de faire des combats en toute sécurité pour des enfants. Et on aura des instructeurs qui seront là spécialement pour permettre aux gens de s'y essayer. En plus des confrontations, c'est une véritable foire médiévale qui s'installera tout le week-end autour du chapiteau. L'occasion, pourquoi pas, de sortir vos meilleurs habits d'époque. Cette année, la toute jeune équipe monégasque Grimaldi Milites combattra lors d'un match exhibition contre l'équipe italienne Feltrio. Cette fois-ci, nous aimerions devant notre public s'assurer une belle victoire, sachant que c'est quand même un match amical, puisque c'est une rencontre avec les Génois. Donc on sait que les Grimaldi sont originaires de Gênes. Donc c'est une retrouvaille en fait toute légitime, mais en gardant un fighting spirit, on voudrait gagner. En attendant de voir les chevaliers monégasques concourir, cette édition sera marquée par la participation d'une équipe mexicaine, ACM Mexico. Si vous voulez voir les meilleurs chevaliers du monde, rendez-vous vendredi 15 février à partir de 10h. Passons à un sport plus traditionnel, du football et la 22e journée de Ligue 1. Monaco se déplace sur la pelouse de Nîmes samedi soir à 20h. Les enjeux de la rencontre et les dernières infos du mercato, c'est signé Frédéric Hélion. À Monaco, plus que dans n'importe quel autre club de Ligue 1, la période de mercato est toujours animée et réserve son lot de surprises. 2 jours avant le déplacement à Nîmes, le club s'est activé et a annoncé l'arrivée de 3 joueurs. Le gardien polonais Radoslav Majewski, acheté pour 6 millions d'euros et prêté dans la foulée au Legia Varsovie pour la fin de saison. Et 2 milieux de terrain prometteurs, Youssouf Fofana, acheté 17 millions à Strasbourg, et Aurélien Tchouaméni, qui arrive en provenance de Bordeaux contre 14 millions. De quoi amener de la concurrence dans ce secteur de jeu.
Je veux avoir 2 joueurs pour concurrents à chaque position du terrain. Parce que si on veut être une grande équipe, on doit avoir grands joueurs. Et on a prêt grands joueurs, parce qu'ils sont pour moi grands joueurs, comme Cesc, Vaca, Adrien, Golo, tous les joueurs qu'on a à le milieu de terrain. Gilles Diaz peut jouer à différentes positions, mais je veux avoir cette situation. Il y en a toujours eu n'importe quel club où je suis passé. Et ça fait partie de notre métier, il y a toujours de la concurrence. Hein. Je suis jamais passé ou jamais vu aucun club, il n'y avait que un joueur par poste, donc c'est tout à fait normal et c'est bien pour l'équipe. Ça s'active donc en coulisses, mais l'important reste le terrain et ce match à Nîmes. Une équipe en grande difficulté cette saison, avant-dernière au classement, mais toujours compliquée à jouer chez elle. Un match difficile, une équipe qui a besoin, comme nous, de gagner, de puntuer. Et ça sera difficile parce que je peux voir qu'en France, il n'y a pas de match facile. On a vu que le championnat est très très équilibré. Il n'y a pas de... Je pense que si on regarde le classement, on va se mettre en danger, comme pour n'importe quelle équipe. Il faut savoir respecter tous les adversaires de la même manière pour ne pas se faire surprendre et après appliquer notre jeu pour pouvoir revenir avec la victoire. Monaco serait bien inspiré de prendre des points à Nîmes avec une série de matchs abordables sur le papier. Si les Monégasques veulent finir sur le podium, l'objectif du club. L'écrivain Louis-Philippe d'Alembert était à la médiathèque pour présenter son ouvrage Mur Méditerranée. C'est notre invité du week-end avec Sandrine Nègre et c'est maintenant. Alors merci sincèrement de nous accorder ces quelques instants sur Monaco Info. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous allons, toute première question, rentrer dans le vif du sujet et parler de cet ouvrage que vous êtes venu présenter à vos lecteurs et à vos lectrices. Qu'est-ce qui vous a inspiré justement? Est-ce que vous pouvez nous présenter la thématique de ce livre? La thématique, en fait, c'est l'histoire de 3 femmes qui vont quitter leur pays pour des raisons diverses. Elles sont 3. Il y a une Nigériane, une juive nigériane qui va laisser pour des raisons climatiques, entre autres. Il y a une Syrienne qui va fuir la guerre, une bourgeoise d'Alep. Et puis, il y a une Érythréenne qui va fuir la dictature. Les 3 se retrouvent en Libye. Et de la Libye, elles vont prendre un bateau pour essayer, je dis bien essayer, de venir en Europe pour arriver à Lampedusa. Bien sûr, ça ne se passe pas comme prévu, ce serait trop facile. Et donc, il va y avoir forcément des intempéries, il va y avoir une rixe sur le bateau. Et puis, sur ce bateau qui est surchargé, bien entendu, avec près de 800 personnes. Donc un petit chalutier de 30 mètres avec plus de 450 personnes dans la cale et une grande partie sur le pont et une infime minorité dans 2 cabines sur des matelas mousse. Et puis finalement, on se rend compte que ce bateau, en fait, c'est une forme de bateau-monde avec les 3 religions dites du livre et avec des classes sociales différentes et puis des tensions ethniques aussi. Donc on retrouve sur ce bateau un petit peu à l'image de notre planète. Il était important à vos yeux, j'allais dire, de vous focaliser justement sur des femmes, peut-être que des hommes? Oui, sur des femmes parce que vraiment, je ne le dis pas pour flatter les auditrices, les lectrices, mais parce que je trouve d'abord que les femmes sont plus courageuses que les hommes. Et quand on prend un parcours comme celui-ci, on sait, quand on est une femme, tous les dangers qui guettent, mais malgré tout, elles ont continué, elles sont parties. Et puis donc, moi, j'ai été élevé par des femmes, en fait, et je sais ce que ça représente, quelque part. Et le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est quand on me dit on a l'impression d'entendre des femmes parler. Et pour moi, c'est ça, parce que ce sont les femmes qui m'ont éduqué, qui m'ont élevé. Et quand j'ai fait des enquêtes sur le terrain, parce que je suis allé à Lampedusa, où je suis resté plus de mois, mais j'ai parlé à pas mal de femmes aussi, j'ai entendu leur voix. Et dans
pendant toute la rédaction du roman, ce que j'ai cherché, c'est d'essayer de rendre ces voix féminines, en plus 3 femmes différentes, 3 voix différentes. C'est ce que j'ai essayé de faire et il me semble, ma foi, que ça a réussi parce que le roman a connu un très très beau parcours et puis ça continue de faire son petit bonhomme de chemin. Il était essentiel de réaliser ce travail sur le terrain dont vous venez de parler. Vous ne vous sentiez... ça n'était pas possible peut-être de simplement rester chez soi pour l'écrire? J'aurais pu le faire, mais j'ai aussi un passé, une formation de journaliste, donc j'ai l'habitude souvent d'aller sur le terrain. Et sur le terrain, on fait souvent des rencontres auxquelles on ne s'attend pas du tout. Là, j'ai pu rencontrer d'une part des réfugiés, mais j'ai rencontré aussi des associations. J'ai pu interviewer le maire de Lampedusa ou un sociologue qui travaillait sur ce sujet depuis une dizaine d'années. Donc, on fait des rencontres qui souvent sont à l'opposé de ce que l'on pense dans son coin, chez soi, derrière son bureau, en fait. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé justement dans l'écriture? On sent que vous êtes un véritable amoureux de la langue française depuis tout jeune. Oui, depuis très très jeune. D'ailleurs, là aussi, c'est l'un des prix qui m'a le plus touché, parce que ce livre a reçu le prix de la langue française. Et j'ai commencé à écrire très tôt. J'avais une mère institutrice, donc qui disait toujours des poèmes à haute voix à la maison. Et du coup, j'ai publié mon premier recueil de poèmes à l'âge de 19 ans. Donc, j'ai toujours travaillé et je suis à la fois obsédé, j'ai envie de dire, par la beauté, la qualité de la langue, mais sans perdre de vue un seul instant le fait de raconter une histoire. C'est-à-dire les deux ne sont pas antithétiques, en fait. C'est-à-dire qu'on peut, j'ose espérer, utiliser une belle langue et en même temps raconter une histoire qui est ce qu'on appelle aujourd'hui une espèce de page-turner, que les gens aient envie de tourner les pages pour continuer, pour savoir ce qui se passe après. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce Mur Méditerranée. Mur Méditerranée est aujourd'hui présenté à vos lecteurs, à vos lectrices, ici au cœur de la médiathèque de Monaco. Qu'est-ce que ça représente de pouvoir, j'allais dire, véritablement rencontrer et échanger avec justement ces personnes qui vous ont lu? C'est toujours très surprenant, j'ai envie de dire, parce que les gens ont d'une part des questions auxquelles on ne s'attend pas, mais d'autre part, on se rend compte que les lectrices et les lecteurs découvrent des choses qu'on n'avait pas l'impression d'avoir mises dans le roman. Est-ce que c'est eux qui prolongent le livre avec leur imagination? Allez savoir, on ne sait pas. Mais c'est vrai aussi que quand on écrit, il y a des choses qui nous échappent et forcément qui sont perçues par ses lectrices et ses lecteurs. Certains passages aussi peut-être auxquels certains lecteurs prêtent beaucoup plus attention que d'autres? Ah oui, parce que ce sont des passages qui, là encore, viennent résonner en eux et viennent trouver, ou j'ai envie de dire, réveiller quelque chose qui était là, endormi au plus profond de leur corps, de leur conscience, et puis qui remonte à la surface. Donc ce livre, effectivement, j'ai eu vraiment beaucoup, d'une part beaucoup de presse, mais surtout beaucoup de témoignages de lecteurs et de lectrices qui m'ont dit qu'il y en a qui ont pleuré. Il y en a qui ont ri aussi, parce qu'il y a pas mal d'humour dans le livre. Et ça, quand ça arrive, je ne suis pas fier d'avoir fait pleurer, j'ai envie de dire, ces gens-là. Et vous les avez touchés, en tout cas. Mais je suis plutôt content de les avoir touchés, en fait. Vous parliez précédemment de votre maman qui était institutrice et qui vous a notamment transmis cet amour de la langue française. Quels sont peut-être aussi les auteurs qui vous ont fait aimer la littérature plus jeune? Alors là, si je commençais, on en aurait il faudrait une émission entière, quoi, justement. Non, il y en a eu beaucoup. Les tout premiers, j'ai envie de dire, ce sont des poètes. Ce sont des poètes de la Caraïbe en particulier. Donc, malheureusement, il n'y a pas de femmes dans ces poètes-là dont je parle. Et je veux parler d'un poète haïtien comme René Depestre ou un autre haïtien comme Anthony Phelps, ou bien du Martiniquais Aimé Césaire, du Guadeloupéen Saint-John Perse, ou du Cubain Nicolas Guillen. Ce sont vraiment ces poètes-là qui, les premiers, m'ont appris la beauté de la langue. Par la suite, j'ai pu lire d'autres auteurs, mais les prosateurs qui m'ont le plus tôt parlé, ça a été les Russes, les grands écrivains russes. Je devais avoir 13-14 ans
quand je les ai rencontrés, et ce qui était aux antipodes, encore une fois, de ce que, et géographiquement d'abord, et culturellement, et de notre siècle. Et pourtant, ce sont ces auteurs-là qui m'ont parlé, et peut-être surtout pour un auteur comme Dostoïevski, qui les grandes questions métaphysiques qu'on commence à se poser un petit peu, à ce moment-là, je les ai retrouvés. C'est eux qui m'ont parlé. Ensuite, les Sud-Américains. Les Hispano-Américains, là c'est plus proche de moi. Et donc je parle d'auteurs comme Garcia Marquez, bien sûr, et comme Borges, comme Juan Carlos Onetti, comme Vargas Llosa, et plein d'auteurs comme ça. Et ce sont ces auteurs-là. Et on va dire les auteurs de langue française en prose vont arriver après, longtemps et après, quoi. Merci pour cet entretien. Merci à On vous. vous laisse à présent avec vos lecteurs et vos lectrices au cœur donc, de la médiathèque de Monaco qui nous accueillait. Merci encore. Merci à vous. Quel temps va-t-il faire ce week-end et puis le début de la semaine également? La réponse, c'est avec la météo. Le mois de février débute samedi sous un ciel nuageux, mais pas de pluie. Dimanche et lundi, alternance de nuages et de soleil avant de très belles journées en perspective mardi et mercredi. Le matin côté Mercure de 9 à 12 degrés. Les maximales, elles, dépasseront les normales de saison. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.